Bonsoir et bienvenue dans un nouveau voyage à travers les siècles, là où résonnent encore les coups de marteau sur le bronze doré et où s'élèvent vers les cieux les plus audacieuses créations de l'art royal français. Ce soir, nous pénétrons dans l'intimité du plus grandiose chantier d'Europe, celui du château de Versailles, en cette année de grâce 1670, quand la volonté du roi Soleil transformait un modeste pavillon de chasse en symbole éternel de la grandeur française. Si ces récits vous apportent la sérénité dont vous avez besoin pour trouver le sommeil, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et dites-moi d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. Il y a quelque chose de profondément apaisant à savoir que nous sommes nombreux, dispersés dans le monde, à nous laisser bercer par ces histoires de beauté et d'excellence qui ont façonné l'art de vivre à la française. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous transporter dans ce Versailles du grand siècle, où chaque ornement posé était un acte d'allégeance au roi, chaque jardin tracé une géométrie de l'absolu, et où des artistes extraordinaires accomplissaient l'impossible au service de Sa Majesté. Nous sommes en l'an de grâce 1670, et l'aube se lève sur le domaine de Versailles, illuminant de ses premiers rayons le chantier le plus ambitieux de la monarchie française. Là où s'élevait naguère un simple rendez-vous de chasse de Louis XIII, surgit maintenant le rêve grandiose de Louis XIV, édifier un palais qui éclipserait toutes les cours d'Europe, un théâtre de pierre et d'or où se déploierait l'éternelle grandeur de la France. Jules Hardouin-Mansart, architecte du roi et surintendant des bâtiments, s'éveille avant l'aurore dans ses appartements proches du château. Cet homme de 44 ans, neveu du grand François Mansart, porte sur ses épaules une responsabilité historique, donner forme architecturale au génie politique de Louis XIV. Dans ses yeux brille cette flamme particulière qui anime les grands créateurs royaux, ce mélange d'audace technique et de sens de la grandeur qui distingue les véritables serviteurs de la couronne. Sa chambre, raffinée mais sobre, témoigne de son rang éminent à la cour. Sur une table marquetée s'étalent les plans du futur Versailles, dessinés à l'encre et à la sanguine avec cette précision classique qui caractérise l'art français. Ces épures, fruits de mois de réflexion et de discussion avec Sa Majesté, révèlent l'ampleur du projet. Une façade occidentale de plus de 400 mètres, des appartements royaux d'un luxe inouï, et surtout, cette galerie des glaces, qui défiera tous les palais d'Europe par sa splendeur. Car Mansart n'est pas seulement un architecte, c'est un metteur en scène du pouvoir royal, un créateur d'émotions politiques, qui sait transformer la pierre en manifestation de l'autorité divine du roi. Formé dans l'atelier de son oncle et nourri de l'exemple italien, il a su créer ce style français qui allie la grandeur antique à l'élégance nationale. Mais au-delà de la prouesse architecturale, Mansart poursuit un idéal politique, créer un cadre où la majesté royale puisse se déployer dans toute sa splendeur, où chaque courtisan comprenne sa place dans l'ordre voulu par Dieu et incarné par le roi. Chaque proportion de son château obéit aux règles de l'harmonie classique. Chaque ornement proclame la gloire des Bourbons. André le Nôtre, premier jardinier du roi, arpente ce matin les futures perspectives de Versailles avant même que les oiseaux n'aient chanté matine. Cet homme de 57 ans, fils de jardinier devenu l'ordonnateur des plus beaux jardins du monde, incarne cette noblesse du talent qui caractérise le règne de Louis XIV. Ses yeux exercés voient déjà, dans ces terres encore en friche, les merveilles géométriques qui émerveilleront l'Europe entière. Son regard embrasse l'immensité du domaine que le roi lui confie. Des jardins qui s'étendront sur près de 1000 hectares, des perspectives qui porteront le regard jusqu'à l'horizon, des bassins qui reflèteront la grandeur royale dans leurs eaux cristallines. Car le nôtre ne dessine pas seulement des jardins, il compose des poèmes végétaux où chaque bosquet raconte la gloire française. Sa science,
nourris de géométrie et d'hydraulique, transforment la nature en théâtre royal. Ces parterres de broderie qui orneront les abords du château, ces allées rectilignes qui prolongeront l'architecture jusqu'aux confins du domaine, ces jeux d'eau savamment orchestrés qui animeront l'espace de leur musique liquide, tout obéit à cette esthétique française qui fait de l'ordre la plus haute expression de la beauté. Mais le nôtre possède aussi cette intuition artistique qui sait humaniser la géométrie, cette sensibilité qui transforme les règles en émotions. Ces jardins respirent, vivent, changent selon les saisons et les heures, offrant au promeneur royal 1000 découvertes dans un cadre d'une perfection absolue. Charles Le Brun, premier peintre du roi, arrive dans ses ateliers installés dans l'aile provisoire du château. Cet homme de 51 ans, formé dans l'atelier de Simon Vouet et nourri de l'exemple romain, dirige la plus importante entreprise décorative de l'histoire française. Sous ses ordres travaillent des centaines d'artistes qui transformeront Versailles en écrin de beauté picturale. Dans ces vastes ateliers résonnent déjà les voix de ses collaborateurs qui préparent les cartons des futures décorations. Une armée de peintres, sculpteurs, doreurs, tapissiers œuvre sous sa direction pour créer cette unité décorative qui fera de Versailles un joyau artistique unique au monde. Car Le Brun ne se contente pas de peindre, il orchestre tous les arts décoratifs selon une vision d'ensemble d'une cohérence parfaite. Ses projets pour les grands appartements révèlent l'ambition du programme décoratif versaillais. Ces plafonds allégoriques qui célébreront les victoires royales, ces tapisseries historiées qui raconteront l'épopée Louis XIVienne, ces meubles précieux qui transformeront chaque salon en écrin de raffinement. Tout concourt à créer ce cadre digne de la majesté royale. Mais Le Brun poursuit aussi un idéal esthétique, réconcilier l'art français avec l'héritage antique, créer ce style décoratif qui allie la grandeur romaine à l'élégance parisienne. Ses compositions, nourries de culture humaniste et guidées par le goût royal, établissent les canons de l'art français pour les siècles futurs. Nicolas Fouquet de Croissy, contrôleur général des finances royales affecté au bâtiment, s'installe ce matin dans son bureau pour examiner les comptes considérables de l'entreprise versaillaise. Ce financier avisé de 43 ans porte la responsabilité de transformer les rêves artistiques du roi en réalité budgétaire. Car construire Versailles représente un investissement colossal qui mobilise une part importante des revenus de la couronne. Dans son cabinet tendu de cuir de Cordoue, Nicolas Fouquet vérifie minutieusement chaque dépense. Achat de marbre dans les carrières du Languedoc et d'Italie, commande de bronze aux fondeurs parisiens, salaire des centaines d'ouvriers qui transforment Versailles, entretien des ateliers royaux où naissent les merveilles décoratives. Chaque livre tournois doit être justifié devant Sa Majesté, car le roi suit personnellement l'avancement de son œuvre. Les ressources proviennent de l'ensemble du royaume, revenus de la gabelle et des aides, produits des fermes générales, contributions exceptionnelles des villes et des provinces. Mais il faut aussi compter sur les dons des courtisans désireux de plaire au roi, sur les présents des ambassadeurs étrangers éblouis par la magnificence française, sur les profits du commerce qui enrichit le royaume sous l'impulsion royale. Nicolas Fouquet correspond aussi avec les banquiers européens qui financent les achats de matériaux précieux. Cette diplomatie financière permet d'acquérir les marbres de Carrare, les cristaux de Bohême, les soieries de Florence, qui donnent à Versailles sa dimension internationale. Maître André-Charles Boulle, ébéniste du roi, travaille ce matin dans ses ateliers du Louvre sur les meubles destinés aux appartements royaux de Versailles. Cet artiste de 28 ans révolutionne l'art du meuble par ses marqueteries d'une richesse inouïe qui associe l'ébène, l'écaille de tortue, le cuivre et l'étain selon des motifs d'une délicatesse extraordinaire. Ces créations transforment l'ameublement en art décoratif de premier plan.
ses commodes au bronze ciselé, ses secrétaires aux marqueteries précieuses, ses tables aux piétements sculptés, créent un mobilier digne des palais royaux. L'art de Boulle allie la fonctionnalité à la beauté dans un style qui influencera l'ameublement européen pendant des siècles. Dans ses ateliers travaillent les meilleurs artisans de Paris. Bronziers qui cisèlent les ornements de bronze doré, marqueteurs qui découpent les essences précieuses, vernisseurs qui donnent au bois ces patines chatoyantes qui font l'admiration des connaisseurs. Cette collaboration de métiers hautement spécialisés produit ces chefs-d'œuvre d'ébénisterie qui orneront les salons versaillais. Ces modèles s'inspirent de l'antique redécouvert, mais s'enrichissent de cette fantaisie décorative qui caractérise l'art français. Ces grotesques qui ornent ces marqueteries, ces allégories qui décorent ces panneaux, ces motifs végétaux qui courent sur ces surfaces, créent ce vocabulaire ornemental qui fait l'originalité de son style. Claude Audran, peintre décorateur du roi, supervise ce matin l'exécution des ornements peints qui décoreront les appartements du château. Cet artiste de 38 ans, spécialiste de l'art décoratif, transforme les murs et plafonds de Versailles en surfaces ornementales d'une richesse picturale exceptionnelle. Ses compositions allient la grande peinture d'histoire aux arts décoratifs dans un style qui préfigure les raffinements du siècle suivant. Ces arabesques dorées qui encadrent les scènes historiques, ces trophées militaires qui ornent les trumeaux, ces guirlandes fleuries qui courent le long des corniches, créent cette atmosphère de fête perpétuelle qui caractérise l'art versaillais. Ces équipes de peintres spécialisés exécutent selon ces cartons ces décors complexes qui transforment l'architecture en écrin pictural. Doreurs qui posent les ors sur les ornements sculptés, peintres en bâtiment qui préparent les fonds colorés, artistes décorateurs qui exécutent les motifs délicats, tous concourent à créer cette beauté décorative qui fait de Versailles un joyau artistique. Maître Denis Jolin, miroitier de la manufacture royale, supervise dans ses ateliers parisiens la fabrication des glaces destinées à la future galerie qui immortalisera le nom de Versailles. Cet homme de 46 ans maîtrise les secrets de cette industrie nouvelle qui affranchit la France de la dépendance vénitienne et transforme la lumière en art décoratif. Ces fours, construits selon les techniques les plus avancées de l'époque, transforment le sable siliceux en ces surfaces miroitantes qui révolutionnent l'art de l'ornement. Ces glaces, d'une pureté et d'une dimension jusqu'alors inconnues, créeront dans la galerie de Versailles ces jeux de reflets infinis qui multiplieront la beauté décorative et symboliseront l'éclat de la grandeur française. La technique qu'il perfectionne associe le savoir-faire français à l'innovation technique. Ses coulées de verre parfaitement planes, ses polissages d'une précision millimétrique, ses argentures d'une brillance durable témoignent de l'excellence industrielle française naissante. Ces glaces rivalisent désormais avec les productions vénitiennes et établissent la réputation européenne des manufactures royales. Ces ouvriers, recrutés dans toute l'Europe et formés aux techniques françaises, constituent une élite ouvrière jalousement protégée par les privilèges royaux. Car ces artisans détiennent les secrets d'une industrie stratégique qui contribue au prestige international de la France. Jacques-Ange Gabriel, fils du premier architecte du roi, apprend son métier sur le chantier versaillais sous la direction de Mansart. Ce jeune homme de 16 ans, promis au plus brillant avenir architectural, découvre les subtilités de l'art de bâtir en suivant l'édification du plus grand palace d'Europe. Ses journées se partagent
entre l'étude des ordres antiques dans la bibliothèque royale et l'observation des techniques constructives sur le chantier. Car l'enseignement architectural sous Louis XIV allie la culture humaniste à la pratique technique dans une formation complète qui produit ces maîtres d'œuvre capables de concevoir et réaliser les plus ambitieux projets. Sous la conduite de Mansart, il apprend à lire les plans, à calculer les proportions, à diriger les équipes d'ouvriers. Cette transmission du savoir architectural, organisée selon les traditions corporatives, mais enrichie de l'enseignement académique, forme cette école française qui rayonnera sur l'Europe entière. Dame Louise de la Vallière, maîtresse du roi, visite ce matin les appartements en construction qui l'hébergeront lors des séjours de la cour à Versailles. Cette femme de 26 ans, d'une beauté touchante et d'une sensibilité artistique remarquable, influence discrètement les choix décoratifs du roi par ses goûts raffinés et sa connaissance des arts. Son appartement, conçu selon ses désirs et ses convenances, révèle l'évolution du goût royal vers plus d'intimité et de raffinement. Ses boudoirs tendus de soie précieuse, ses cabinets ornés de tableaux de maître, ses alcôves décorées de broderies délicates créent cette atmosphère de luxe tempéré qui caractérise l'art de vivre français. Elle s'entretient longuement avec Lebrun des sujets des peintures destinées à ses salons. Ces scènes pastorales qui évoquent la douceur de vivre, ces allégories galantes qui célèbrent l'amour courtois, ces portraits de famille qui humanisent la grandeur royale, témoignent de l'influence féminine sur l'évolution de l'art versaillais. Sa présence sur le chantier apporte cette dimension humaine qui tempère la majesté officielle et révèle l'homme derrière le roi. Car Versailles n'est pas seulement un palace politique, c'est aussi une demeure où s'épanouit la vie privée de la famille royale. François Girardon, sculpteur du roi, travaille ce matin dans ses ateliers sur les groupes sculpturaux destinés au jardin de Versailles. Cet homme de 43 ans, formé dans l'atelier de François Anguillet et nourri de l'art antique lors de son séjour romain, crée ces chefs-d'œuvre de marbre qui transformeront les perspectives de Le Nôtre en galerie de sculptures à ciel ouvert. Ces créations allient la noblesse antique à l'élégance française dans un style qui renouvelle entièrement l'art de la sculpture décorative. Ce groupe d'Apollon, servi par les nymphes, qui ornera la grotte de Thétis, ces figures allégoriques qui animeront les bosquets, ces vases ornementaux qui ponctueront les perspectives, témoignent de cette renaissance sculpturale française qui rivalise avec les plus belles créations italiennes. Dans ces ateliers, travaillent les meilleurs praticiens de Paris sous la direction des sculpteurs royaux. Ces marbriers qui dégrossissent les blocs selon les modèles, ces praticiens qui mettent au point les détails, ces polisseurs qui donnent au marbre ces patines soyeuses qui font l'admiration des connaisseurs, tous participent de cette entreprise sculpturale qui fait de Versailles un musée de marbre. Ces modèles s'inspirent de l'antique redécouvert, mais s'enrichissent de cette sensibilité moderne qui humanise les allégories. Ces draperies qui flottent dans le vent de pierre, ces expressions qui révèlent les sentiments, ces corps qui retrouvent leur grâce naturelle, témoignent de cette évolution de l'art sculptural vers plus de vérité et d'émotion. Maître Bérin, dessinateur du roi pour les menus plaisirs, conçoit dans ses appartements du Louvre les costumes et décors déballés qui se donneront à Versailles. Cet artiste de 37 ans révolutionne l'art de la fête en créant ce style décoratif qui transforme les divertissements royaux en spectacles d'une beauté saisissante. Ces dessins allient l'invention ornementale à la fonctionnalité théâtrale dans des créations qui influenceront durablement les arts décoratifs européens. Ces costumes aux broderies précieuses, ces décors aux perspectives savantes, ces machineries aux effets merveilleux créent cette esthétique de la fête versaillaise qui éblouira toutes les cours d'Europe. Ces collaborations avec Lully pour les opéras royaux produisent ces spectacles totaux qui mêlent musique, danse, peinture et poésie dans des créations qui définissent l'art français. Car Versailles n'est pas seulement un palais, c'est aussi un théâtre où se déploie l'art de vivre royal dans toute sa splendeur. Ces innovations techniques révolutionnent l'art scénographique. Ces machines qui font voler les déesses
Ces éclairages qui transforment la nuit en jour, ces décors changeants qui transportent les spectateurs dans des univers merveilleux, témoignent de cette recherche d'émerveillement qui caractérise l'esthétique versaillaise. Pierre Dupuis, fontonnier du roi, supervise l'installation du réseau hydraulique qui alimentera les jeux d'eau des jardins. Cet ingénieur de 52 ans, formé aux techniques italiennes et flamandes, résout les défis techniques posés par l'ambition hydraulique de Lenôtre et du roi. Ces canalisations, creusées dans les sous-sols de Versailles selon un plan d'une complexité remarquable, comparable aux grands travaux antiques, témoignent de l'excellence de l'ingénierie française. Ces innovations hydrauliques permettront de créer ces jeux d'eau spectaculaires qui animeront les jardins de leur danse liquide. Ces jets qui s'élancent vers le ciel, ces cascades qui dévalent les rocailles, ces nappes d'eau qui reflètent les perspectives, créent cette poésie hydraulique qui fait de Versailles un jardin d'eau unique au monde. La machine hydraulique qu'il conçoit mobilise les ingénieurs les plus habiles du royaume. Ces pompes actionnées par des chevaux, ces aqueducs qui franchissent les vallées, ces réservoirs qui stockent l'eau nécessaire aux grandes eaux, représentent un défi technique qui stimule l'innovation française. Car l'eau de Versailles doit jaillir selon la volonté royale, transformant un plateau sec en jardin aquatique. Claude Perrault, médecin et architecte, conseille ce matin le roi sur les questions d'hygiène et de salubrité du futur château. Cet homme de science de 57 ans, frère du conteur Charles Perrault, apporte à l'entreprise versaillaise cette dimension sanitaire indispensable au confort de la cour. Ces innovations révolutionnent l'art de l'habitat royal. Ces cheminées au tirage perfectionné qui chauffent sans enfumer, ces lieux d'aisance ingénieusement dissimulés, ces systèmes d'aération qui renouvellent l'air des appartements témoignent de cette recherche du confort qui caractérise l'art de vivre français. Sa formation médicale lui permet d'adapter l'architecture aux exigences de la santé. Ses orientations qui captent le soleil levant, ses hauteurs de plafond qui favorisent la circulation de l'air, ses matériaux qui résistent à l'humidité créent cet habitat sain qui protège la santé royale et celle de la cour. Il collabore étroitement avec Mansart pour intégrer ces innovations techniques dans la beauté architecturale. Car le génie français consiste à allier l'utile à l'agréable dans des créations qui ne sacrifient jamais l'esthétique à la fonctionnalité. Maître Antoine Coysevox, sculpteur du roi, modèle dans ses ateliers les bustes des grands personnages du règne qui orneront les salons de Versailles. Cet artiste de 30 ans révolutionne l'art du portrait sculpté en créant ces effigies d'un réalisme saisissant qui fixe pour l'éternité les visages de l'époque Louis XIVienne. Ces marbres s'animent d'une vie nouvelle qui rompt avec la froideur traditionnelle de la sculpture officielle. Ces expressions individualisées, ces carnations qui semblent palpiter, ces draperies qui frémissent, témoignent de cette humanisation de l'art royal qui rapproche la grandeur de la vérité. Dans ces ateliers travaillent les portraitistes les plus habiles de Paris, qui reproduisent selon ces modèles les traits des courtisans et des personnages illustres. Cette galerie de portraits sculptés transformera Versailles en panthéon vivant de la grandeur française. Ces innovations techniques permettent d'obtenir ces effets de réalisme qui saisissent les contemporains, ces marbres polychromes qui imitent les carnations, ces effets de matière qui distinguent les chairs des étoffes, ces expressions fugaces fixées dans la pierre témoignent de la maîtrise technique de l'école française. Dame Ninon de l'Enclos, femme de lettres et salonière, conseille discrètement la cour sur les questions de goût et d'élégance qui président à l'aménagement des appartements privés. Cette femme de 50 ans, d'une culture et d'un raffinement exceptionnels,
influencent l'évolution de l'art décoratif versaillais vers plus de subtilité et de préciosité. Ces avis écoutés orientent les choix des étoffes, des mobiliers, des objets d'art qui orneront les appartements de la famille royale et des favoris. Car la beauté versaillaise naît de cette alliance entre le goût féminin et le génie artistique français. Elle correspond avec les marchands parisiens pour sélectionner les soieries de Lyon, les porcelaines de Chine, les orfèvreries de Paris qui enrichiront les collections royales. Cette diplomatie du luxe contribue au rayonnement international de l'art français. Jean-Baptiste Lully, surintendant de la musique du roi, compose dans ses appartements du Louvre les œuvres musicales qui résonneront dans les salons de Versailles. Cet Italien naturalisé français de 38 ans révolutionne l'art musical en créant ce style français qui allie la grandeur tragique à l'élégance nationale. Ses opéras, conçus pour la cour de Versailles, transforment les appartements royaux en théâtre lyrique où se déploie toute la splendeur de l'art musical français. Ces ouvertures majestueuses qui ouvrent les fêtes, ces airs de danse qui rythment les ballets, ces chœurs triomphants qui célèbrent la gloire royale, créent cette bande sonore de la grandeur versaillaise. Sa collaboration avec les poètes de la cour produit ces livrets qui mêlent l'actualité politique à la mythologie antique dans des allégories transparentes qui flattent la grandeur royale. Car la musique de Versailles n'est pas qu'un divertissement, c'est aussi un instrument de propagande qui chante les louanges du règne. Ces innovations orchestrales révolutionnent l'art musical européen. Cette formation à cordes qui soutient les voix, ces instruments à vent qui colorent les timbres, cette percussion qui souligne les effets dramatiques, crée cette sonorité française qui influence toutes les cours d'Europe. Maître Nicolas de Largillière, peintre du roi, exécute dans ses ateliers les portraits officiels qui orneront la galerie des glaces et les grands appartements. Cet artiste de 28 ans, formé dans l'atelier de Charles Lebrun, excelle dans cet art du portrait d'apparat qui fixe l'image de la grandeur royale pour la postérité. Ces toiles allient la vérité psychologique à la magnificence décorative dans un style qui renouvelle entièrement l'art du portrait officiel. Ces carnations nacrées qui révèlent la noblesse du sang, ces étoffes somptueuses qui proclament la richesse du rang, ces décors architecturaux qui situent les personnages dans leur grandeur, créent cette esthétique de la représentation royale. Dans ces ateliers travaillent les meilleurs portraitistes de Paris qui reproduisent, selon ces modèles, les traits de la famille royale et des grands du royaume. Cette galerie de portraits peints complétera la galerie sculptée de Coisvox pour créer ce panthéon artistique de la grandeur française. Ces techniques picturales, héritées de l'école flamande et adaptées au goût français, permettent d'obtenir ces effets de matière qui saisissent les contemporains. Ces soies chatoyantes, ces velours profonds, ces ors éclatants transforment la peinture en rivale de la réalité. François Mansart de Sagone, neveu du grand architecte, dirige ce matin les travaux de menuiserie fine qui orneront les appartements royaux. Cet artiste de 34 ans révolutionne l'art de la décoration architecturale en créant ces boiseries sculptées qui transforment les murs en œuvres d'art. Ces créations allient la fonctionnalité à la beauté dans un style décoratif qui caractérise l'art français. Ces lambris aux motifs délicats, ces alcôves aux draperies sculptées, ces cheminées aux ornements précieux créent cette atmosphère de luxe raffiné qui distingue l'art de vivre versaillais. Dans ces ateliers, travaillent les meilleurs menuisiers de Paris, spécialisés dans ces techniques de sculpture sur bois qui transforment l'ameublement architectural en art décoratif. Ces sculpteurs sur bois qui modèlent les ornements, ces doreurs qui rehaussent les sculptures, ces vernisseurs qui protègent les bois précieux, concourent à créer ces décors somptueux. Ces modèles s'inspirent de l'antique redécouvert,
mais s'enrichissent de cette fantaisie ornementale qui caractérise le goût français. Ces motifs végétaux qui courent sur les boiseries, ces allégories qui ornent les trumeaux, ces armoiries qui proclament la grandeur royale, créent ce vocabulaire décoratif qui influence l'Europe entière. Madame de Montespan, nouvelle favorite du roi, s'entretient ce matin avec Lebrun des décorations de ses futurs appartements à Versailles. Cette femme de 30 ans, d'une beauté éclatante et d'un goût sûr, influence profondément l'évolution de l'art décoratif royal vers plus de raffinement et de sensualité. Son appartement, conçu selon ses désirs fastueux, révèle cette évolution du goût royal vers l'intimité luxueuse. Ses boudoirs aux soieries précieuses, ses cabinets de curiosités ornés d'objets rares, ses alcôves aux tentures somptueuses créent cette atmosphère de volupté aristocratique qui caractérise l'art de vivre sous Louis XIV. Elle commande aux artistes du roi ses œuvres d'art qui orneront ses salons. Tableaux galants de Watteau, porcelaine de Chine montée en bronze, meubles précieux de Boulle. Cette collection personnelle enrichit considérablement le patrimoine artistique de Versailles et témoigne de l'évolution du collectionnisme royal. Sa correspondance avec les marchands d'art parisiens révèle cette passion du beau qui anime la cour versaillaise. Car Versailles n'est pas seulement un palais politique, c'est aussi un musée vivant où s'épanouit l'art de vivre français dans toute sa splendeur. Maître Pierre Mignard, peintre rival de Lebrun, travaille dans ses ateliers sur les portraits de la famille royale destinés aux appartements privés de Versailles. Cet artiste de 58 ans, formé en Italie et protégé par Monsieur, frère du roi, apporte à l'art versaillais cette sensibilité italianisante qui tempère la grandeur officielle française. Ces portraits révèlent cette intimité royale que dissimule l'étiquette de cour. Ces enfants de France aux expressions spontanées, ces princesses aux grâces naturelles, ces scènes familiales qui humanisent la grandeur, témoignent de cette évolution de l'art royal vers plus de vérité psychologique. Dans ces ateliers travaillent les pastellistes les plus habiles de Paris, qui fixent sur le papier ces instantanés de la vie royale. Cette technique nouvelle, plus libre que la peinture à l'huile, permet de saisir ces expressions fugaces qui révèlent la personnalité des modèles. Ces innovations picturales influencent l'évolution de l'art français vers cette grâce qui caractérisera le siècle suivant. Ces coloris nacrés, ces lumières caressantes, ces expressions attendries annoncent cette sensibilité nouvelle qui transformera l'art européen. François Dorbet, architecte collaborateur de Mansart, supervise ce matin l'édification de l'aile du Midi, qui complétera l'ensemble palatial de Versailles. Cet homme de 48 ans, formé dans l'atelier de Levaux, applique les principes du classicisme français à cette extension qui doublera la capacité d'hébergement du château. Ces travaux révèlent cette maîtrise de l'art de bâtir qui caractérise l'école française. Ces façades rythmées par les ordres antiques, ces cours d'honneur aux perspectives savantes, ces escaliers monumentaux aux effets scénographiques témoignent de cette science architecturale qui fait de Versailles un modèle pour l'Europe. Dans ces équipes travaillent les meilleurs maçons de France, capables de monter ces murs de pierre de taille avec une précision millimétrique. Ces empareillages parfaits, ces joints invisibles, ces surfaces polies témoignent de cette excellence technique qui caractérise l'architecture française. Ces innovations constructives permettent d'édifier ces volumes immenses avec une rapidité remarquable. Ces échafaudages métalliques, ces machines de levage perfectionnées, ces méthodes d'organisation rationalisées révolutionnent l'art de la construction et inspirent tous les chantiers européens. Dame Françoise Caron, future Madame de Maintenon,
gouvernent discrètement l'éducation des enfants légitimés du roi et influencent l'évolution de l'art décoratif versaillais vers plus de mesure et de dévotion. Cette femme de 35 ans, d'un piété sincère et d'un goût raffiné, tempère les fastes de la cour par sa sagesse et sa modération. Son appartement d'une élégance sobre qui contraste avec le faste ambiant révèle cette évolution du goût royal vers la spiritualité. Ses oratoires aux ornements discrets, ses cabinets de lecture aux boiseries simples, ses salons aux coloris apaisants créent cette atmosphère de recueillement qui annonce les transformations futures de l'art versaillais. Elle influence discrètement les commandes artistiques destinées aux appartements royaux, orientant les choix vers des sujets édifiants et des styles plus mesurés. Cette modération dans le luxe, cette recherche de l'élévation spirituelle transformeront progressivement l'esthétique versaillaise. Maître Claude III-Audran, tapissier du roi, supervise dans les ateliers de la savonnerie la confection des tapis qui orneront les sols de Versailles. Cet artiste de 45 ans révolutionne l'art de la tapisserie de lys en créant ses œuvres textiles qui rivalisent avec les plus belles peintures par leur richesse coloriste et leur perfection technique. Ces cartons, dessinés selon les goûts de la cour, transforment les sols de Versailles en galeries de peinture textile. Ces allégories royales qui ornent les grands salons, ces motifs floraux qui décorent les appartements privés, ces armoiries qui proclament la grandeur dynastique, créent cette beauté au sol qui complète la décoration murale. Dans ces ateliers travaillent les lissiers les plus habiles d'Europe, capables de reproduire dans la laine et la soie les plus subtiles nuances picturales. Ces artisans, recrutés dans les centres textiles traditionnels et formés aux techniques françaises, constituent une élite ouvrière jalousement protégée par les privilèges royaux. Ces innovations techniques permettent d'obtenir ces effets de relief et de profondeur qui transforment la tapisserie en art pictural. Ces jeux de perspective, ces modelés délicats, ces harmonies colorées témoignent de l'excellence de l'école française qui conquiert les marchés européens. Jacques-Gabriel Père, premier architecte du roi, coordonne ce matin l'ensemble des travaux versaillais depuis son bureau de la surintendance des bâtiments. Cet homme de 62 ans, père du futur Jacques-Ange Gabriel, porte la responsabilité administrative de cette entreprise colossale qui mobilise des milliers d'ouvriers et d'artistes. Son organisation rationale des chantiers révolutionne l'art de la construction par l'ampleur et la complexité des opérations coordonnées. Ces équipes spécialisées qui œuvrent simultanément sur tous les corps d'État, ces approvisionnements qui convergent vers Versailles depuis toute l'Europe, ces plannings qui synchronisent les interventions témoignent de cette science administrative qui fait le succès de l'entreprise. Ces rapports quotidiens au roi détaillent l'avancement des travaux, les difficultés rencontrées, les solutions adoptées. Cette gestion transparente permet au roi de suivre personnellement son œuvre et d'arbitrer les choix techniques et artistiques selon sa volonté souveraine. Il correspond avec tous les intendants du royaume pour organiser ces fournitures de matériaux qui convergent vers Versailles, marbre du Languedoc, bois des Vosges, métaux de Lorraine, pierres d'Île-de-France. Cette logistique complexe révèle l'ampleur de la mobilisation nationale autour du projet royal. Robert de Cotte, élève et collaborateur de Mansart, dessine dans son cabinet les plans des communs qui compléteront l'ensemble versaillais. Cet architecte de 28 ans, promis au plus brillant avenir, apprend l'art de composer de grands ensembles architecturaux en participant à l'édification du plus vaste palace d'Europe. Ces projets révèlent cette maîtrise de l'urbanisme palatial qui caractérise l'école française. Ces écuries monumentales qui rivaliseront avec les palais, ces cuisines organisées comme des manufactures, ces logements de courtisans qui formeront une véritable ville, témoignent de cette science de l'habitat collectif qui influence l'urbanisme européen. Ces innovations architecturales rationalisent l'habitat de cour selon les exigences de l'étiquette versaillaise. Ces appartements hiérarchisés selon les rangs, ces circulations qui évitent les croisements protocolaires,
ces services qui fonctionnent sans perturber la vie de représentation créent cette machine à habiter royale qui devient le modèle de toutes les cours européennes. Madame Élisabeth Charlotte, princesse palatine et belle-sœur du roi, apporte à Versailles cette culture germanique qui enrichit l'art décoratif français de ses influences nordiques. Cette femme de 18 ans, d'une franchise et d'une simplicité rafraîchissante, tempère les raffinements de la cour par sa naturalité allemande. Son appartement révèle cette synthèse franco-allemande qui caractérise l'art européen de l'époque. Ses meubles aux marqueteries complexes, inspirés des ateliers d'Augsbourg, ses tableaux de maîtres flamands qui ornent ses cabinets, ces objets d'art allemands qui enrichissent ses collections témoignent de cette ouverture internationale de l'art versaillais. Elle correspond avec les cours allemandes pour faire venir à Versailles ces artistes étrangers qui apportent leur technique et leur sensibilité à l'art français. Cette diplomatie culturelle enrichit considérablement le patrimoine artistique royal et renforce l'influence française en Europe. Sa passion pour les sciences naturelles influence l'évolution des jardins versaillais vers l'introduction d'espèces rares et l'aménagement de serres expérimentales. Car Versailles n'est pas seulement un palace d'apparat, c'est aussi un laboratoire scientifique où s'épanouissent les curiosités intellectuelles de l'époque. Maître Jean Jouvenet, peintre d'histoire, exécute dans ses ateliers les grandes compositions religieuses destinées à la chapelle royale de Versailles. Cet artiste de 22 ans, formé dans l'atelier de Charles Lebrun, renouvelle l'art de la peinture religieuse en y apportant cette grandeur dramatique qui caractérise l'art français. Ces toiles allient la ferveur mystique à la beauté plastique dans un style qui réconcilie l'art religieux avec l'esthétique profane. Ces scènes bibliques aux compositions théâtrales, ces figures saintes aux expressions pathétiques, ces coloris somptueux qui rivalisent avec l'or des ornements, créent cette beauté sacrée qui élève l'âme autant qu'elle charme les yeux. Dans ces ateliers travaillent les peintres religieux les plus réputés de Paris qui reproduisent selon ces cartons ces vastes compositions destinées aux voûtes de la chapelle. Cette décoration peinte complétera l'architecture de Mansart pour créer ce sanctuaire royal d'une beauté saisissante. Ces innovations picturales révolutionnent l'art de la peinture décorative par ces effets d'illusion qui transforment l'architecture en vision céleste. Ces perspectives aériennes qui ouvrent les voûtes sur l'infini, ces figures en raccourci qui semblent descendre du ciel, ces jeux de lumière qui transfigurent l'espace, témoignent de cette maîtrise technique qui fait l'admiration de l'Europe. René-Antoine Wass, peintre décorateur, supervise l'exécution des plafonds allégoriques qui célébreront les victoires royales dans les grands appartements. Cet artiste de 43 ans, spécialiste de la grande décoration, transforme les voûtes de Versailles en galeries de peinture d'histoire qui racontent l'épopée Louis XIVienne. Ces compositions allient l'actualité politique à la mythologie antique dans des allégories transparentes qui flattent la grandeur royale. Ces victoires militaires transformées en triomphes divins, ces traités de paix présentés comme des bienfaits célestes, ces réformes royales magnifiées en œuvres providentielles, créent cette propagande picturale qui légitime le pouvoir absolu. Ces équipes de peintres décorateurs maîtrisent toutes les techniques de l'art mural, fresques pour les grandes surfaces, détrempes pour les détails délicats, dorures pour les ornements précieux. Cette virtuosité technique permet de créer ces décors somptueux qui transforment Versailles en palais enchanté. Pierre l'Épôtre, graveur du roi, reproduit dans ses ateliers du Louvre les vues et ornements de Versailles qui diffuseront dans toute l'Europe l'image de la grandeur française. Cet artiste de 26 ans révolutionne l'art de la gravure décorative en créant ces planches d'une précision remarquable qui serviront de modèle aux artistes européens. Ces estampes révèlent tous les secrets de l'art décoratif versaillais, détails des ornements sculptés, dessins des parterres de broderie,
élévation des façades, perspective des jardins. Cette documentation graphique diffuse l'art français bien au-delà des frontières et contribue au rayonnement international de Versailles. Dans ces ateliers travaillent les graveurs les plus habiles de Paris, capables de reproduire dans le cuivre les plus subtiles nuances des œuvres originales. Ces burinistes, ces aquafortistes, ces graveurs au pointillé maîtrisent toutes les techniques de la reproduction graphique et constituent cette école française qui domine l'art de l'estampe européenne. Ces innovations techniques permettent d'obtenir ces effets de matière et de lumière qui transforment la gravure en art pictural. Ces jeux d'ombres et de lumière, ces effets de perspective, ces rendus de matière témoignent de cette excellence technique qui fait la réputation de l'école française. Maître Nicolas Pineau, sculpteur ornementiste, façonne dans ses ateliers les boiseries sculptées qui orneront les appartements privés de la famille royale. Cet artiste de 20 ans, fils de sculpteur et formé aux techniques les plus raffinées, crée ces décors d'une délicatesse extraordinaire qui annonce l'évolution de l'art décoratif français. Ces créations révèlent cette sensibilité nouvelle qui transforme l'art décoratif royal. Ces motifs floraux d'une grâce naturelle, ces compositions asymétriques qui rompent avec la géométrie classique, ces effets de mouvement qui animent les surfaces témoignent de cette évolution du goût vers plus de fantaisie et de liberté. Dans ces ateliers travaillent les sculpteurs sur bois les plus doués de leur génération, capables de transformer les essences les plus précieuses en dentelles ornementales. Ces ébénistes d'art, ces marqueteurs, ces doreurs sur bois maîtrisent toutes les techniques de la sculpture décorative et renouvellent constamment leur vocabulaire ornemental. Ces modèles s'inspirent de la nature, observée avec cette exactitude scientifique qui caractérise l'époque. Ces fleurs reproduites dans leurs moindres détails, ces feuillages saisis dans leur vérité botanique, ces fruits modélés avec un réalisme saisissant, transforment la sculpture décorative en art naturaliste. Madame la duchesse de Bourgogne, belle-fille du roi, apporte à Versailles cette jeunesse et cette spontanéité qui renouvellent l'atmosphère de la cour vieillissante. Cette princesse de 15 ans, d'une vivacité et d'un charme irrésistible, influence l'évolution de l'art décoratif versaillais vers plus de grâce et de fantaisie. Son appartement révèle cette transformation du goût qui annonce les raffinements du siècle suivant. Ses boudoirs aux coloris tendres, ses cabinets aux ornements délicats, ses salons aux meubles gracieux créent cette atmosphère de jeunesse qui contraste avec la solennité des appartements officiels. Elle commande aux artistes du roi ses œuvres d'art qui reflètent sa personnalité. Pastel aux expressions souriantes, porcelaine aux décors fleuris, meubles aux formes courbes, cette esthétique nouvelle influence progressivement l'ensemble de la production artistique versaillaise. Sa correspondance avec les marchands d'art révèle cette évolution du collectionnisme royal vers les objets de curiosité et les œuvres d'esprit. Car la nouvelle génération royale privilégie l'originalité sur la grandeur, la grâce sur la majesté. Jean-Baptiste Nattier, peintre de portraits, fixe sur ses toiles les visages de cette nouvelle génération versaillaise qui transforme l'art de cour. Cet artiste de 26 ans renouvelle l'art du portrait officiel en y apportant cette spontanéité et cette vérité psychologique qui caractérisent la sensibilité nouvelle. Ces portraits révèlent cette humanisation de l'art royal qui rapproche la grandeur de la nature. Ces expressions individualisées, ces poses naturelles, ces costumes simplifiés témoignent de cette évolution du portrait vers plus d'intimité et de vérité. Maître Germain Beaufranc, architecte élève de Mansart, dessine les plans des hôtels particuliers
que construiront les courtisans dans la ville nouvelle de Versailles. Cet homme de 27 ans, promis au plus brillant avenir architectural, adapte les principes du grand art aux exigences de l'habitat privé aristocratique. Ces projets révèlent cette diffusion de l'art versaillais dans l'architecture civile. Ces façades harmonieuses qui s'inspirent du château royal, ces distributions rationnelles qui optimisent l'espace, ces décors mesurés qui transposent le luxe palatial à l'échelle domestique, créent cette unité urbaine qui fait de Versailles une ville d'art totale. Dans ces bureaux travaillent les dessinateurs les plus doués de leur génération, formés aux techniques de représentation architecturale les plus avancées. Ces plans géométraux, ces élévations ombrées, ces coupes détaillées témoignent de cette science du dessin qui caractérise l'école française d'architecture. Ces innovations urbaines influencent l'évolution de l'art de bâtir européen. Ces alignements qui organisent l'espace urbain, ces perspectives qui relient les monuments, ces places qui structurent la ville témoignent de cette science de l'urbanisme qui fait rayonner l'art français en Europe. Claude Gillot, peintre de fête, immortalise dans ses toiles les divertissements royaux qui animent la cour de Versailles. Cet artiste de 28 ans révolutionne l'art de la peinture de genre en créant ces scènes de fête d'une vivacité et d'une vérité saisissante qui fixent l'atmosphère de l'époque Louis XIVienne. Ces compositions révèlent cette société de cour dans toute sa splendeur et sa complexité. Ces ballets aux costumes somptueux, ces concerts aux décors merveilleux, ces carrousels aux mises en scène spectaculaires témoignent de cette culture de la fête qui caractérise l'art de vivre versaillais. Dans ces ateliers travaillent les peintres de scènes de genre les plus habiles de Paris, capables de saisir sur le vif ces instantanés de la vie sociale qui révèlent les mœurs de l'époque. Cette peinture de témoignage complète la peinture d'histoire officielle pour créer cette chronique picturale du règne. Ces innovations techniques permettent de fixer ces scènes fugaces avec une vérité qui saisit les contemporains. Ces effets de lumière artificielle, ces mouvements saisis dans l'instant, ces expressions spontanées transforment la peinture en art du reportage avant la lettre. Madame de Maintenon, épouse secrète du roi, influence discrètement mais profondément l'évolution de l'art versaillais vers plus de mesure et de spiritualité. Cette femme de 55 ans, d'une piété sincère et d'un goût éduqué, tempère les fastes de la cour par sa sagesse et sa modération. Son appartement, d'une élégance sobre qui contraste avec le luxe ambiant, annonce cette transformation de l'esthétique versaillaise qui caractérisera la fin du règne. Ses oratoires aux ornements discrets, ses bibliothèques aux reliures simples, ses salons aux coloris apaisés créent cette atmosphère de recueillement qui influence progressivement l'ensemble de la cour. Elle oriente les commandes artistiques vers des sujets édifiants et des styles plus mesurés. Cette évolution vers la spiritualité transforme l'iconographie versaillaise et annonce les changements qui marqueront les dernières années du règne Louis XIVien. Sa correspondance avec les directeurs d'académie révèle cette préoccupation éducative qui transforme Versailles en centre de formation artistique. Car la cour n'est pas seulement un théâtre de représentation, c'est aussi une école où se forment les talents qui rayonneront sur l'Europe. Antoine Watteau, jeune peintre de 26 ans récemment arrivé de Flandre, observe discrètement la vie de cour pour nourrir son art de cette poésie galante qui caractérisera bientôt son œuvre. Cet artiste timide et observateur puise dans l'atmosphère versaillaise cette inspiration qui révolutionnera l'art français du siècle suivant. Ses premières œuvres révèlent déjà cette sensibilité nouvelle qui transformera l'art de peindre. Ces scènes galantes d'une mélancolie tendre, ces fêtes champêtres d'une grâce nostalgique,
ces concerts en plein air d'une poésie musicale annoncent cette esthétique rococo qui succédera à la grandeur classique. Ces croquis, pris sur le vif dans les bosquets et les salons, saisissent cette société de cour dans ses moments d'abandon et de naturel. Ces couples qui se promènent dans les jardins, ces musiciens qui accordent leurs instruments, ces courtisans qui conversent à l'ombre des charmilles, révèlent cette face intime de Versailles que dissimule l'étiquette officielle. Son style naissant transforme déjà la vision de l'art français. Cette technique libre qui privilégie l'esquisse sur le fini, ces coloris poudrés qui remplacent les tons francs, cette poésie mélancolique qui succède à la grandeur héroïque, annonce cette révolution esthétique qui marquera le siècle suivant. Maître François Girardon, dans la plénitude de sa maturité artistique, supervise l'installation de ces groupes sculpturaux dans les jardins achevés de Le Nôtre. Ces marbres, qui ont demandé des années de travail, transforment maintenant les perspectives versaillaises en galeries de sculptures à ciel ouvert d'une beauté saisissante. Son Apollon, servi par les nymphes, enfin installé dans la grotte de Thétis, révèle cette alliance parfaite entre sculpture et architecture paysagère qui caractérise l'art français. Ces figures qui semblent converser avec les jeux d'eau, ces draperies qui frémissent sous la brise, ces expressions qui s'animent selon la lumière, créent cette poésie sculpturale unique au monde. Ses collaborateurs achèvent simultanément l'installation des vases ornementaux qui ponctueront les perspectives des jardins. Ces œuvres décoratives, d'une richesse ornementale exceptionnelle, transforment la promenade versaillaise en découverte perpétuelle de chefs-d'œuvre sculpturaux. L'école de sculpture qui l'a formée rayonne maintenant sur toute l'Europe. Ses élèves, dispersés dans les cours européennes, diffusent ce style français qui réconcilie l'héritage antique avec la sensibilité moderne et établit la suprématie artistique de la France. Nicolas de Largillière achève en cette fin d'année la galerie de portraits officiels qui ornera la Galerie des Glaces lors de son inauguration prochaine. Ces effigies de la famille royale et des grands du royaume, d'un réalisme et d'une magnificence saisissants, transformeront la plus belle galerie d'Europe en panthéon vivant de la grandeur française. Ces innovations picturales révolutionnent l'art du portrait d'apparat en y introduisant cette vérité psychologique qui humanise la grandeur. Ces carnations nacrées qui révèlent la finesse du sang royal, ces expressions individualisées qui révèlent la personnalité des modèles, ces costumes somptueux qui proclament la richesse du rang, créent cette esthétique du portrait français qui influence toute l'Europe. Dans ces ateliers, ses collaborateurs achèvent les portraits des ambassadeurs étrangers qui témoigneront du rayonnement international de Versailles. Cette diplomatie picturale complète la diplomatie politique pour établir l'hégémonie culturelle française sur l'Europe. Ces techniques, qui allient la tradition flamande à l'innovation française, permettent d'obtenir ces effets de matière qui saisissent les contemporains. Ces soies chatoyants, ces velours profonds, ces bijoux étincelants transforment la peinture en rivale de la réalité et établissent la réputation de l'école française. Madame la duchesse de Chartres, fille de monsieur frère du roi, apporte à Versailles cette culture raffinée qui synthétise tous les arts de l'époque. Cette princesse de 24 ans, d'une intelligence et d'un goût exceptionnels, influence l'évolution de l'art décoratif versaillais par ses collections et ses commandes personnelles. Son palais royal parisien devient un laboratoire artistique où s'expérimentent les innovations qui transformeront bientôt l'esthétique versaillaise. Ses appartements aux distributions nouvelles, ses décors aux motifs inédits, ses meubles aux formes originales annoncent cette évolution du goût qui caractérisera le règne suivant. Sa correspondance avec les artistes
révèle cette transformation du mécénat royal, qui privilégie désormais l'originalité sur la conformité. Cette émancipation artistique permet l'éclosion de ces talents individuels qui renouvelleront l'art français. Jean-Baptiste Oudry, jeune peintre animalier de 27 ans, immortalise dans ses toiles les chasses royales qui animent la forêt de Versailles. Cet artiste, qui révolutionnera l'art cinégétique français, puise dans l'observation de la nature versaillaise cette science du mouvement et de l'expression animale qui caractérisera son œuvre future. Ses compositions révèlent cette société de cour dans son rapport intime avec la nature. Ces équipages qui galopent à travers les futaies, ces meutes qui poursuivent le gibier, ces moments de repos qui révèlent la personnalité des chasseurs, témoignent de cette culture aristocratique qui fait de la chasse un art de vivre raffiné. Dans ces ateliers travaillent les peintres animaliers les plus doués de leur génération, formés à cette observation naturaliste qui renouvelle l'art français. Cette école cinégétique française rivalise désormais avec les maîtres flamands et établit une tradition nationale qui durera des siècles. Ces innovations techniques permettent de saisir ces scènes de mouvement avec une vérité qui saisit les contemporains. Ces effets de vitesse, ces expressions animales, ces paysages forestiers transforment la peinture de chasse en art véritable qui dépasse la simple illustration. Maître Thomas Gobert, tailleur du roi, révolutionne l'art du costume de cour en créant ces vêtements somptueux qui transforment la société versaillaise en spectacle permanent de beauté vestimentaire. Cet artiste de 48 ans maîtrise tous les secrets de la haute couture naissante qui fait de Paris la capitale mondiale de l'élégance. Ses créations allient le respect de l'étiquette à la recherche de l'innovation dans des costumes qui expriment le rang social autant que la personnalité individuelle. Ses habits à la française, aux broderies précieuses, ses robes de cour aux étoffes somptueuses, ses uniformes d'apparat aux galons dorés, créent cette esthétique vestimentaire qui influence toute l'Europe. Dans ses ateliers travaillent les meilleurs artisans de Paris, brodeurs qui cisèlent l'or et la soie, passementiers qui créent les ornements, boutonniers qui façonnent les bijoux vestimentaires. Cette collaboration de métiers hautement spécialisés produit ces chefs-d'œuvre textiles qui transforment le vêtement en œuvre d'art. Ces innovations techniques révolutionnent l'art de la couture par l'introduction de ces formes nouvelles qui sculptent la silhouette selon l'esthétique de l'époque. Ces corps balénés, ces paniers élargis, ces manches ajustées créent cette plastique corporelle qui fait de la mode française un art de la beauté physique. Claude Audran III, décorateur du roi, achève en cette année la décoration des appartements de Meudon, où réside le grand dauphin. Cet artiste de 37 ans révolutionne l'art décoratif français en créant ce style ornemental qui annonce les raffinements du siècle suivant. Ses compositions révèlent cette évolution du goût vers plus de fantaisie et de liberté ornementale. Ces singeries qui animent les boiseries, ces chinoiseries qui décorent les lacs, ces arabesques qui courent sur les surfaces, témoignent de cette ouverture de l'art français aux influences exotiques. Dans ces équipes, travaillent les décorateurs les plus inventifs de leur époque, capables de renouveler constamment le vocabulaire ornemental français. Cette créativité décorative fait de Paris le laboratoire artistique de l'Europe et diffuse le goût français dans toutes les cours. Ces innovations ornementales influencent tous les arts décoratifs de l'époque. Ces motifs asymétriques qui rompent avec la géométrie classique, ces compositions naturalistes qui s'inspirent de l'observation directe, ces harmonies colorées qui privilégient la nuance sur le contraste, annoncent cette esthétique rococo qui succédera au classicisme Louis XIVien. Hyacinthe Rigaud, peintre officiel du roi, met la dernière main au grand portrait de Louis XIV en costume de sacre qui immortalisera l'image de la majesté royale française. Ce chef-d'œuvre de 58 ans d'âge, d'un réalisme et d'une magnificence saisissants, synthétise tout l'art du portrait français
et établit le modèle de la représentation royale européenne. Son œuvre révèle cette alliance parfaite entre vérité psychologique et grandeur décorative qui caractérise l'art français. Ce visage qui exprime l'intelligence politique autant que la majesté divine, ce costume qui proclame la richesse du royaume autant que la dignité du rang, ce décor qui évoque la grandeur historique autant que le luxe contemporain, crée cette image totale de la monarchie française. Dans ces ateliers, travaillent les portraitistes les plus doués d'Europe, formés à cette technique du grand portrait qui rayonne sur toutes les cours européennes. Cette école française du portrait rivalise avec les maîtres flamands et établit une tradition nationale qui durera des siècles. Ces innovations picturales révolutionnent l'art du portrait par l'introduction de ces effets théâtraux qui transforment la peinture en art de la mise en scène. Ces draperies qui flottent au vent de l'histoire, ces décors qui évoquent la grandeur passée et future, ces symboles qui proclament la légitimité divine, créent cette esthétique de la représentation royale qui influence toute l'Europe. Louis Levaux fils, architecte héritier de la tradition familiale, supervise l'achèvement des grands travaux versaillais, selon les plans de son père disparu. Cet homme de 35 ans porte la responsabilité de mener à terme cette entreprise architecturale, qui établira la réputation de l'école française pour les siècles futurs. Ces réalisations révèlent cette maturité de l'art français, qui synthétise toutes les influences européennes dans un style national original. Ces façades, qui allient la grandeur italienne à l'élégance française, ces distributions qui concilient l'apparat public avec le confort privé, ces décors qui marient la richesse décorative à la noblesse architecturale, créent ce style versaillais qui devient le modèle de tous les palaces européens. Dans ces équipes travaillent les architectes les plus prometteurs de leur génération, formés sur le plus grand chantier d'Europe, et destinés à diffuser l'art français dans le monde entier. Cette école versaillaise d'architecture rayonnera sur l'Europe pendant tout le siècle suivant. Ces innovations constructives révolutionnent l'art de bâtir par l'ampleur et la complexité des réalisations accomplies. Ces techniques de fondation qui permettent d'édifier sur des terrains instables, ces méthodes de charpenterie qui couvrent des portées immenses, ces systèmes de chauffage qui tempèrent des volumes considérables, témoignent de cette excellence technique qui fait la réputation de l'école française. Madame de Montespan, dans le déclin de sa faveur, mais toujours influente par son goût artistique, achève l'aménagement de ses appartements de Clagny qui rivalisent avec Versailles par leur magnificence. Cette femme de 40 ans, d'une culture et d'un raffinement exceptionnels, a profondément marqué l'évolution de l'art décoratif français par ses commandes et ses collections. Son château de Clagny, œuvre de Mansart, révèle cette synthèse des arts qui caractérise l'époque Louis XIVienne. Ses appartements aux boiseries précieuses, ses salons aux meubles somptueux, ses jardins aux perspectives savantes créent cette résidence d'agrément qui annonce l'art de vivre du siècle suivant. Son catalogue de l'art de Comte-Marie, constitué grâce aux plus grands artistes de l'époque, enrichit considérablement le patrimoine artistique français. Ses porcelaines de Chine montées en bronze, ses meubles de boulle aux marqueteries précieuses, ses tapisseries de Beauvais aux compositions originales, témoignent de cette excellence du goût français qui fait l'admiration de l'Europe. Sa correspondance artistique révèle cette transformation du mécénat qui privilégie désormais la qualité sur la quantité, l'originalité sur la conformité. Cette évolution du collectionnisme influence profondément la production artistique et stimule l'innovation créatrice. Jean Bérin fils, héritier de la tradition familiale, renouvelle l'art de la décoration théâtrale en créant ces spectacles totaux qui mêlent tous les arts dans des créations d'une beauté saisissante. Ce jeune homme de 25 ans révolutionne l'esthétique de la fête versaillaise par ses innovations scénographiques. Ses créations révèlent cette évolution de l'art spectaculaire vers plus de raffinement et de subtilité. Ses décors aux perspectives savantes, ses costumes aux détails précieux, ses machineries aux effets merveilleux
crée ces divertissements qui font de Versailles le théâtre de l'Europe. Dans ces ateliers travaillent les décorateurs de théâtre les plus inventifs de leur époque, capables de transformer l'espace versaillais en univers magique. Cette école française de la scénographie influence tous les théâtres européens et diffuse l'esthétique française par le spectacle. Ces innovations techniques révolutionnent l'art du spectacle par l'introduction de ces effets d'illusion qui transforment la réalité en rêve. Ces changements de décor à vue, ces apparitions féeriques, ces envols merveilleux créent cette esthétique de l'émerveillement qui caractérise les fêtes versaillaises. Jean-François Couperin, organiste de la Chapelle Royale, compose les œuvres musicales qui accompagneront les offices dans le sanctuaire achevé de Versailles. Cet homme de 22 ans révolutionne l'art musical français en créant ce style qui allie la grandeur religieuse à l'élégance profane. Ses compositions révèlent cette synthèse des influences européennes qui caractérise l'art français de l'époque. Cette science harmonique héritée de l'Italie, cette précision rythmique empruntée à l'Allemagne, cette grâce mélodique spécifiquement française crée ce style musical qui rayonne sur toute l'Europe. Dans ces classes, travaillent les musiciens les plus doués de leur génération, formés à cette école française qui rivalise avec les grandes traditions européennes. Cette académie musicale versaillaise diffuse l'art français par le concert et l'enseignement. Ces innovations techniques révolutionnent l'art de la composition par l'introduction de ces effets expressifs qui transforment la musique en langage des sentiments. Ces harmonies audacieuses, ces rythmes subtils, ces mélodies expressives annoncent cette sensibilité nouvelle qui caractérisera la musique française du siècle suivant. Pierre Mignard fils, peintre héritier de la tradition paternelle, achève les derniers portraits de la famille royale qui compléteront la galerie dynastique de Versailles. Ce jeune homme de 28 ans synthétise dans son art toutes les innovations de l'école française et annonce l'évolution future de la peinture. Ses œuvres révèlent cette transformation de l'art du portrait vers plus d'intimité et de vérité psychologique. Ses expressions individualisées, ses poses naturelles, ses costumes simplifiés témoignent de cette humanisation de l'art royal qui rapproche la grandeur de la nature. Dans ces ateliers travaillent les portraitistes de la nouvelle génération, formés à cette technique moderne qui privilégie l'expression sur l'apparat. Cette école française du portrait intime influence l'évolution de la peinture européenne vers plus de sensibilité. Ces innovations picturales annoncent cette révolution esthétique qui transformera l'art français au siècle suivant. Ces coloris poudrés, ces touches libres, ces compositions asymétriques témoignent de cette émancipation artistique qui caractérise la fin du Grand Règne. Dame Catherine Opalinska, future reine de Pologne et mère de la reine Marie Leszczyńska, apporte à Versailles cette culture slave qui enrichit l'art français de ses influences orientales. Cette femme de 28 ans, d'une beauté et d'une distinction remarquables, influence l'évolution de l'art décoratif versaillais par son goût pour l'exotisme. Son appartement révèle cette ouverture de l'art français aux influences étrangères qui le renouvellent constamment. Ses meubles aux marqueteries orientales, ses tissus aux motifs exotiques, ces objets d'art polonais qui enrichissent ses collections témoignent de cette internationalisation de l'art versaillais. Sa correspondance avec les cours de l'Est révèle cette diplomatie culturelle qui diffuse l'art français en Europe orientale
tout en enrichissant l'art français d'influences nouvelles. Cette circulation artistique européenne fait de Versailles le laboratoire de l'art continental. Ces commandes aux artistes français orientent la production vers ces curiosités exotiques qui renouvellent le goût de l'époque. Cette mode de l'orientalisme influence profondément l'évolution de l'art décoratif et annonce les transformations du siècle suivant. Nicolas Cousteau, sculpteur royal, formé dans l'atelier de Coisvox, achève l'installation des derniers groupes sculpturaux qui complètent la décoration des jardins de Versailles. Cet artiste de 33 ans synthétise dans son œuvre toute l'évolution de la sculpture française et annonce les transformations futures de cet art. Ses créations révèlent cette transformation de l'art sculptural vers plus de mouvement et d'expression. Ces figures qui s'animent d'une vie nouvelle, ces draperies qui frémissent dans le marbre, ces expressions qui révèlent les sentiments témoignent de cette humanisation de la sculpture qui la rapproche de la vérité naturelle. Dans ces ateliers, travaillent les sculpteurs de la nouvelle génération, formés à cette technique moderne qui privilégie l'expression sur la solennité. Cette école française de la sculpture expressive influence l'évolution de l'art européen vers plus de sensibilité et annonce les transformations artistiques du siècle à venir. Ces innovations techniques révolutionnent l'art de la sculpture par l'introduction de ces effets de mouvement qui transforment le marbre en matière vivante. Ces surfaces qui semblent palpiter, ces volumes qui respirent, ces expressions qui changent selon la lumière, créent cette esthétique de la vie qui caractérise l'art français moderne. Jean-Antoine Coiffezevoix, fils, héritier de la tradition familiale, achève la dernière série de bustes royaux qui orneront la Galerie des Glaces lors de son inauguration imminente. Ce jeune sculpteur de 26 ans synthétise dans son art toute l'évolution du portrait sculpté français et établit les modèles qui influenceront l'art européen. Ses créations révèlent cette alliance parfaite entre ressemblance individuelle et idéalisation dynastique qui caractérise l'art du portrait royal français. Ces visages qui expriment la personnalité autant que le rang, ces expressions qui révèlent l'intelligence politique autant que la majesté héréditaire créent cette galerie vivante de la grandeur française. Dans ces équipes, travaillent les portraitiste sculpturaux les plus doués de leur époque, capables de fixer dans le marbre ces nuances psychologiques qui distinguent l'art français. Cette école versaillaise du portrait sculpté rayonne sur toute l'Europe et établit la suprématie technique française. Ces innovations stylistiques annoncent cette évolution de la sculpture vers plus de naturel et d'expression qui caractérisera l'art du siècle suivant. Ces modelés qui respectent la vérité anatomique, ces surfaces qui traduisent la diversité des matières, ces effets qui révèlent la maîtrise technique témoignent de cette excellence française qui domine l'art européen. Marc-Antoine Charpentier, compositeur du roi, achève ses dernières œuvres destinées aux cérémonies d'inauguration de la Galerie des Glaces. Cet homme de 31 ans révolutionne l'art français en créant ces compositions qui allient la grandeur religieuse à la magnificence profane. Ses œuvres révèlent cette synthèse musicale qui caractérise l'art français de l'époque. Cette science harmonique qui rivalise avec l'Italie, cette invention mélodique qui égale l'Allemagne, cette élégance rythmique spécifiquement française crée ce style musical qui rayonne sur toute l'Europe et établit la réputation de l'école française. Dans ces classes se forment les musiciens qui diffuseront l'art français dans toutes les cours européennes. Cette académie musicale versaillaise devient le conservatoire de l'Europe et établit les traditions pédagogiques qui dureront des siècles. Ces innovations compositionnelles révolutionnent l'art musical par l'introduction de ces effets expressifs qui transforment la musique en langage universel des émotions. Ces harmonies audacieuses qui expriment les passions,
ces rythmes subtils qui traduisent les mouvements de l'âme, ces mélodies expressives qui touchent directement le cœur, créent cette esthétique musicale qui influence toute l'Europe. Madame la dauphine Marianne de Bavière, belle-fille du roi, apporte à Versailles cette culture germanique raffinée qui enrichit l'art français de ses traditions ancestrales. Cette princesse de 29 ans, d'une intelligence et d'une sensibilité remarquables, influence l'évolution de l'art décoratif versaillais par ses collections et ses commandes personnelles. Son appartement révèle cette synthèse franco-allemande qui caractérise l'art de l'Europe de l'époque. Ses meubles aux techniques mixtes, ses tapisseries aux iconographies mêlées, ses objets d'art aux influences croisées témoignent de cette circulation artistique qui enrichit mutuellement les traditions nationales. Sa correspondance avec les cours allemandes organise ces échanges artistiques qui diffusent l'art français en Europe centrale tout en important les innovations germaniques à Versailles. Cette diplomatie culturelle contribue au rayonnement international de l'art français. Claude Balin, orfèvre du roi, met la dernière main aux pièces d'argenterie monumentales qui orneront la galerie des glaces lors des grandes réceptions royales. Cet artiste de 47 ans révolutionne l'art de l'orfèvrerie française en créant ces chefs-d'œuvre d'une richesse et d'une invention extraordinaires qui rivalisent avec les plus belles créations européennes. Ces créations transforment l'art de la table en spectacle permanent de beauté décorative. C'est surtout aux compositions allégoriques, ces vases aux ornements précieux, ces candélabres aux effets lumineux, créent cette orfèvrerie de prestige qui fait l'admiration de toutes les cours d'Europe et établit la réputation internationale de l'art français. Dans ces ateliers, travaillent les orfèvres les plus habiles d'Europe, maîtres de toutes les techniques de transformation des métaux précieux. Ces ciseleurs qui modèlent l'argent comme de la cire, ces graveurs qui ornent les surfaces de motifs délicats, ces doreurs qui rehaussent les reliefs, témoignent de cette excellence technique qui caractérise l'école française. Ces innovations stylistiques révolutionnent l'art décoratif par l'ampleur et la complexité des réalisations accomplies. Ces ensembles monumentaux qui transforment la salle à manger en théâtre décoratif, ces pièces d'apparat qui proclament la grandeur royale, ces objets d'art qui allient utilité et beauté, créent cette esthétique du luxe qui influence tout l'art européen. Robert de Cotte, dans la maturité de son talent architectural, supervise les derniers aménagements qui transformeront Versailles en résidence royale définitive. Cet homme de 37 ans, héritier de Mansart et maître de la nouvelle génération, achève cette œuvre architecturale qui établira pour des siècles le modèle du palace européen. Ces réalisations révèlent cette science de l'habitat royal qui synthétise tous les progrès de l'art de bâtir. Ces distributions rationnelles qui concilient l'étiquette et le confort, ces techniques constructives qui défient les contraintes naturelles, ces innovations décoratives qui renouvellent l'art français témoignent de cette maturité de l'école française qui domine l'architecture européenne. Dans ces équipes se forment les architectes qui diffuseront l'art français dans toute l'Europe. Cette école versaillaise d'architecture devient l'Académie de l'Europe et établit ses traditions constructives qui influenceront l'urbanisme occidental pendant des siècles. Ces innovations techniques révolutionnent l'art de bâtir par l'ampleur et la complexité des réalisations versaillaises. Ces méthodes d'organisation qui coordonnent des milliers d'ouvriers, ces techniques de construction qui édifient des volumes immenses, ces systèmes d'équipement qui assurent le confort moderne, créent cette science du bâtiment qui fait la réputation de l'ingénierie française. Antoine Coissevox, dans l'apothéose de sa carrière, installe ces dernières créations qui complètent la décoration sculpturale de Versailles. Cet homme de 57 ans, maître incontesté de la sculpture française, lègue à la postérité cette œuvre monumentale qui établit pour des siècles la grandeur de l'art français. Ces chefs-d'œuvre transforment Versailles en musée permanent de la sculpture française. Ces allégories royales qui ornent les façades, ces figures mythologiques qui animent les jardins,
ces portraits dynastiques qui peuplent les galeries créent cette apothéose sculpturale qui fait de Versailles le sanctuaire de l'art français. Son école, formée sur les chantiers versaillais, rayonne maintenant sur toute l'Europe et diffuse cette technique française qui révolutionne l'art sculptural. Ses élèves, dispersés dans les cours européennes, établissent la suprématie artistique française et perpétuent les traditions esthétiques qui définiront l'art occidental. Ces innovations stylistiques synthétisent toute l'évolution de la sculpture française depuis un demi-siècle. Cette alliance de la grandeur antique et de la sensibilité moderne, cette synthèse de la beauté idéale et de la vérité naturelle, cette harmonie de la perfection technique et de l'expression artistique, crée ce style français qui influence durablement l'art européen. Dame Marie-Adélaïde de Savoie, future duchesse de Bourgogne et mère du futur Louis XV, apporte à Versailles cette jeunesse et cette spontanéité qui renouvellent l'atmosphère de la cour vieillissante. Cette enfant de 5 ans, promise au plus brillant avenir dynastique, symbolise déjà cette renaissance de l'art français qui caractérisera le siècle suivant. Sa présence au château annonce cette transformation générationnelle qui renouvellera l'art versaillais dans les décennies à venir. Cette enfance royale, élevée dans l'atmosphère artistique la plus raffinée d'Europe, formera ce goût nouveau qui orientera l'évolution de l'art français vers plus de grâce et de naturel. Ces appartements d'enfants, aménagés selon les dernières innovations pédagogiques, révèlent cette attention nouvelle portée à l'éducation artistique des princes. Ces jouets précieux, ces livres d'images, ces instruments de musique miniatures créent cet environnement esthétique qui forme le goût dès le plus jeune âge. Les artistes qui travaillent pour elle expérimentent déjà ce style nouveau qui caractérisera l'art du siècle suivant. Cette délicatesse qui remplace la grandeur, cette grâce qui succède à la majesté, cette intimité qui tempère l'apparat, annonce cette révolution esthétique qui transformera l'art européen. Charles Lebrun, dans la gloire de ses 71 ans, contemple ce soir l'achèvement de son œuvre décorative versaillaise. Ce patriarche de l'art français a transformé Versailles en synthèse de tous les arts décoratifs et légué à la postérité ce modèle esthétique qui rayonnera sur l'Europe pendant des siècles. Son œuvre révèle cette alliance parfaite entre tous les arts qui caractérisent le génie français, cette unité décorative qui fait correspondre peinture, sculpture, tapisserie et mobilier, cette harmonie stylistique qui coordonne tous les métiers d'art, cette synthèse esthétique qui transforme l'architecture en œuvre d'art totale, crée ce style versaillais qui devient le modèle de l'art occidental. Ses élèves, formés dans les ateliers royaux et dispersés maintenant dans toute l'Europe, diffusent cette esthétique française qui révolutionne l'art décoratif européen. Cette école versaillaise des arts décoratifs établit la suprématie française et influence durablement l'évolution du goût occidental. Ces innovations techniques ont révolutionné tous les arts décoratifs par l'ampleur et la qualité des réalisations versaillaises. Ces méthodes de coordination qui synchronisent tous les métiers, ces techniques d'exécution qui atteignent la perfection, ces procédés décoratifs qui renouvellent constamment l'invention créative, créent cette excellence française qui domine l'art européen. André Le Nôtre, dans la sérénité de ses 77 ans, parcourt une dernière fois ces jardins qui ont fait sa gloire et établit pour l'éternité la grandeur de l'art paysager français. Ce créateur de génie a transformé la nature versaillaise en chef-d'œuvre d'art géométrique et légué à l'humanité ce modèle de beauté paysagère qui inspire encore l'art des jardins. Son œuvre révèle cette science du paysage qui synthétise architecture et nature dans une création d'une beauté parfaite. Ces perspectives qui portent le regard vers l'infini, ces parterres qui transforment la terre en tapis décoratif, ces jeux d'eau qui animent l'espace de leur poésie liquide, créent cette esthétique paysagère qui influence durablement l'art occidental. Ces innovations techniques ont révolutionné l'art des jardins
par l'ampleur et la complexité des réalisations versaillaises. Ces terrassements qui modèlent le relief naturel, ces plantations qui dessinent des perspectives géométriques, ces systèmes hydrauliques qui créent des merveilles aquatiques témoignent de cette science paysagère qui fait la réputation de l'école française. Son école, formée sur les chantiers versaillais, rayonne maintenant sur toute l'Europe et établit cette tradition française du jardin à la française, qui influence l'art paysager occidental. Ses élèves, appelés dans toutes les cours européennes, diffusent cette esthétique française qui transforme l'art des jardins. Jules Hardouin-Mansart, dans l'accomplissement de ses 64 ans, supervise les derniers détails qui parachèveront son œuvre architecturale versaillaise. Ce maître absolu de l'architecture française a créé le modèle du palace européen et établi pour des siècles la grandeur de l'art de bâtir français. Son génie architectural a synthétisé toutes les traditions européennes dans un style français original qui rayonne sur le monde occidental. Cette grandeur qui égale l'antique, cette élégance qui surpasse l'Italie, cette science constructive qui défie toutes les contraintes crée cette architecture versaillaise qui devient le modèle de l'art occidental. La nuit tombe sur Versailles et les premières étoiles se reflètent dans les glaces de la galerie qui s'apprête à révéler sa splendeur au monde. Dans cette heure crépusculaire, où s'achève cette journée historique de l'an 1670, le château révèle toute sa beauté achevée, ses façades dorées par les derniers rayons du soleil couchant, comme un joyau royal posé sur l'écrin des jardins de Lenôtre. Mansart effectue sa dernière inspection, gravissant lentement les degrés de marbre qui mènent à la galerie des glaces. De ses fenêtres qui s'ouvrent sur l'infini des jardins, il contemple le miracle accompli. Ce Versailles qui s'étend maintenant dans toute sa magnificence, symbole éternel de l'art de vivre français et modèle de toutes les cours d'Europe. Dans les ateliers maintenant silencieux, les outils reposent avec la dignité des instruments qui ont servi la grandeur. Ces pinceaux de Lebrun qui ont peint la gloire royale, ces ciseaux de Girardon qui ont sculpté la beauté éternelle, ces compas de Lenôtre qui ont tracé la perfection géométrique, témoignent de cette épopée artistique qui a transformé un rêve royal en réalité immortelle. Maître Boulle range une dernière fois ses précieux outils d'ébéniste dans l'atelier qui a vu naître tant de chefs-d'œuvre. Demain, ses créations orneront les appartements royaux et témoigneront pour les siècles futurs de l'excellence de l'art français. Ces marqueteries, miracles de patience et de savoir-faire, porteront à travers l'Europe la réputation de l'art décoratif français. Louis XIV lui-même, dans la splendeur de ses 32 ans, parcourt une dernière fois ses appartements qui incarnent sa vision de la grandeur royale. Chaque salon révèle la synthèse parfaite de tous les arts. Chaque perspective proclame la grandeur française. Chaque détail témoigne de cette excellence qui fait de Versailles le phare artistique de l'Occident. Cette œuvre colossale, fruit de la collaboration entre le génie royal et le talent de milliers d'artistes et artisans, transcende son époque pour devenir patrimoine éternel de l'humanité. Car Versailles n'est pas seulement un palace, c'est le symbole même de cette civilisation française qui a donné au monde ses lettres de noblesse artistique. Charles Lebrun ferme délicatement ses cartons de dessin, archives précieuses de cette aventure artistique qui a mobilisé tous les talents de l'époque. Ses esquisses, ses projets, ses études témoigneront pour les générations futures de l'ampleur de cette entreprise qui a révolutionné tous les arts décoratifs. Madame de Maintenon rassemble ses dames d'honneur pour la prière du soir dans la chapelle royale, où résonnent déjà les accords de Couperin. Cette ferveur spirituelle qui anime la cour française donne à l'art versaillais cette dimension sacrée qui élève la beauté terrestre vers la contemplation divine. Le petit duc de Bourgogne s'endort dans ses appartements d'enfant, bercé par cette beauté qui l'entoure dès son plus jeune âge. Ses rêves se peuplent déjà de cette grandeur française qu'il perpétuera et transformera selon l'évolution des temps, car l'art versaillais ne cesse jamais de se renouveler. Dans cette nuit de l'an de grâce 1670, tandis que le silence enveloppe le château et ses jardins, baignés de lune, l'œuvre accomplie rayonne déjà de cette beauté intemporelle qui défiera les siècles. Car Versailles continue de grandir dans l'éternité,
inspirant les générations futures et témoignant à jamais de ce moment unique où l'art français atteignit la perfection absolue. Ainsi s'achève cette journée mémorable, où la France offrit au monde le plus parfait symbole de son génie artistique, où des hommes et des femmes d'exception créèrent ensemble cette merveille qui porte encore aujourd'hui l'éclat de la grandeur française. Si ce voyage dans l'intimité des créateurs de Versailles vous a transporté dans la splendeur du grand siècle, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager en commentaire vos impressions sur cette épopée artistique. Dites-moi quel artiste ou artisan versaillais vous a le plus fasciné et quelle époque vous aimeriez explorer dans nos prochains voyages à travers l'histoire de l'art français. Votre soutien nous permet de continuer à faire revivre ces moments magiques où naissaient les chefs-d'œuvre éternels. Que ces récits vous accompagnent vers les plus beaux rêves de grandeur et de beauté. Bonne nuit, et à bientôt pour de nouvelles aventures dans les coulisses de l'histoire.